Bonjour à toutes et à tous, je suis Monsieur Mohamed Tahar Benaï et je serai votre enseignant du cours de rédaction scientifique pour votre dernier semestre de licence. Nous entamerons donc ce cours par une brève description. Dans ce cours, nous nous intéresserons aux règles de réalisation d'un bon travail scientifique et des techniques utilisées pour correctement le décrire. Cela inclut l'enseignement des méthodes à suivre pour rédiger des documents écrits ou bien pour réaliser des présentations orales à caractère académique ou professionnel. Ce cours a un coefficient de 1 et j'estime que vous devez lui consacrer 5 heures par semaine pour assimiler correctement les notions que nous allons aborder. Comme je l'ai précédemment cité, je suis Monsieur Mohamed Tahar Benaï, docteur en informatique spécialisé en intelligence artificielle distribuée et en traitement d'images. Je ferai de mon mieux pour partager dans ce cours mon expérience en matière de travail scientifique. Si vous avez des questions ou toute autre remarque sur ce cours, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante: m-benaï@univ-boumerdes.dz. Concernant ce cours, il sera conduit en ligne. Je ferai mon possible pour partager avec vous régulièrement un support de cours PDF, des diaporamas et présentations, et enfin des vidéos explicatives. Des questionnaires seront eux aussi mis de temps en temps en ligne pour vérifier l'assimilation des enseignements. Aussi, un travail à rendre comptant pour votre note finale vous sera bientôt demandé. Concernant le contenu du cours, nous nous intéresserons d'abord à ce qu'est la démarche scientifique et comment la suivre lors de la réalisation de vos futurs travaux. Ensuite, nous parlerons de la communication scientifique, qui sera un aspect prépondérant de votre travail d'étudiant, mais aussi de chercheur si vous choisissez la voie académique. Dans le troisième chapitre, nous traiterons de la recherche documentaire et des outils récents dédiés à cette tâche. Le quatrième chapitre, quant à lui, traitera de la démarche de rédaction. Les notions abordées vous seront particulièrement utiles lors de la rédaction de votre mémoire de fin d'études. Par la suite, nous parlerons des différents outils de rédaction à votre disposition pour faciliter et accélérer l'écriture de vos documents. Dans le chapitre suivant, nous allons détailler ensemble la démarche à entreprendre pour réaliser une bonne présentation orale et les erreurs à ne pas commettre. Enfin, nous parlerons du plagiat, des risques qu'il vous fait peser et de comment l'éviter. Commençons par le chapitre 1. Nous entamerons donc ce cours en traitant du concept de la démarche scientifique. Dans ce chapitre, nous commencerons par définir ce qu'est la démarche scientifique, ses principales caractéristiques et les buts que l'on poursuit en suivant une démarche scientifique. Ensuite, nous parlerons des règles qui régissent le suivi d'une démarche scientifique. Nous citerons ensuite les différents types de démarches scientifiques. Pour finir, nous listerons toutes les étapes primordiales à suivre lors de la poursuite de travaux scientifiques. Commençons donc par donner une définition d'une bonne démarche scientifique. Nous listerons ses caractéristiques et les buts qu'elle doit poursuivre par la suite. La démarche scientifique est un ensemble de principes et de règles utilisés pour guider les travaux scientifiques ainsi que les productions qui les décrivent. Elle doit être rigoureuse et concerner aussi bien les sciences dures comme les mathématiques, la physique, chimie, la biologie, que les sciences humaines, la sociologie, les lettres, l'histoire, etc. De façon simplificatrice, elle commence par l'émission d'une hypothèse après observation d'un phénomène et elle se termine par la confirmation ou l'infirmation de l'hypothèse formulée à la suite de l'observation. Enfin, pour arriver à cette conclusion, il faut réaliser un certain nombre d'expérimentations. Les principes de la démarche scientifique sont appliqués par les scientifiques et les chercheurs du monde entier à des fins de fiabilisation et de crédibilisation des travaux. Pour être considéré comme suivant la démarche scientifique, toute procédure doit répondre à deux caractéristiques fondamentales, qui sont la réfutabilité
et la reproductibilité. On considère qu'un travail est réfutable si les lois ou les théories obtenues à partir de ce dernier peuvent être réévaluées, c'est-à-dire qu'avec le temps, peut-être avec plus de preuves, on puisse prouver son exactitude. En ce qui concerne la reproductibilité, elle définit le fait que toute expérience ou observation scientifique doit pouvoir être refaite par toute personne disposant du même équipement et se trouvant dans les mêmes conditions, tout en aboutissant au même résultat. L'utilisation d'une démarche scientifique pour la conduction de travaux a différents objectifs, parmi lesquels le traitement des problématiques de manière objective, sans sentiment ni croyance. Ensuite, on a la résolution efficace de problèmes complexes, l'élaboration de solutions innovantes. La démarche scientifique aussi, elle est primordiale si l'on souhaite correctement vérifier la véracité d'une hypothèse. Et de ce fait, elle permet d'aboutir à des résultats fiables et reproductibles. Si je fais quelque chose en suivant la démarche scientifique, je suis normalement capable de pouvoir transmettre mes données et un autre chercheur ou n'importe qui, qu'il soit au bout du monde ou juste à côté, normalement, il aura les mêmes résultats s'il fait la même chose que moi. Et pour finir, la démarche scientifique, elle offre une sécurité non négligeable parce qu'elle balaie tout ce qui peut être faux ou tout ce qui peut être trafiqué, c'est-à-dire tout ce qui peut s'assimiler à du charlatanisme par exemple. Maintenant, nous allons nous intéresser aux règles qui régissent le suivi d'une bonne démarche scientifique. La première règle de base est la neutralité, dont doit faire preuve l'auteur de travaux. La démarche doit donc être rationnelle et n'avoir aucun parti pris, pouvant biaiser ses conclusions. L'auteur ne doit faire intervenir ni ses sentiments, ni ses croyances. Cette neutralité garantit la fiabilité et l'objectivité des résultats obtenus. Ensuite, la prise en compte des échecs est un gage de progression incrémentale du scientifique. Et cela en aidant à identifier les failles de raisonnement, les limitations des méthodes utilisées ou les faiblesses des hypothèses formulées. Tout échec doit faire l'objet d'une réflexion et d'une analyse critique pour améliorer et affiner les hypothèses et ou les expérimentations conduites. Une autre règle de base de toute démarche scientifique est le doute. Remettre en question ses hypothèses et ses résultats et chercher des preuves solides pour les soutenir est essentiel à tout travail rigoureux. Le doute permet de maintenir un haut niveau d'intégrité et de fiabilité dans les recherches scientifiques. Il permet aussi d'éviter des erreurs potentielles. Enfin, la testabilité est une caractéristique essentielle des idées dans les démarches scientifiques. Elle permet de vérifier si une hypothèse ou une théorie est valide ou non. Les idées scientifiques doivent être formulées de manière à pouvoir être testées de manière rigoureuse et objective. On ne peut pas donner une hypothèse mais que personne ne peut vérifier. La testabilité garantit ainsi la validité et la fiabilité des résultats obtenus, renforçant ainsi la crédibilité de la démarche scientifique et de la connaissance produite par cette démarche. Les méthodes scientifiques peuvent être divisées en deux grandes catégories. D'abord, les méthodes inductives qui cherchent à établir une loi générale en se basant sur un ensemble d'observations. Elles sont le plus souvent utilisées dans des domaines novateurs où il n'existe pas assez de connaissances a priori pour produire des thèses à vérifier. Dans un autre contexte, la déduction parcourt le chemin inverse. Elle part d'une théorie et essaye de la confirmer ou bien de l'infirmer par un procédé expérimental ou par des observations sur le terrain. Lors de votre démarche scientifique, vous devez choisir l'approche la plus adaptée à la problématique que vous allez traiter.
Maintenant que vous suiviez une approche déductive ou inductive, vous devez suivre rigoureusement un certain nombre d'étapes pour garantir la fiabilité de votre approche. Une approche scientifique rigoureuse se divise en 6 étapes successives. Ces étapes sont donc l'observation, l'élaboration d'une thèse, l'expérimentation, l'analyse des résultats, l'interprétation des données et l'émission d'une conclusion. D'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par l'observation? Toute démarche scientifique commence par l'observation d'un phénomène et la formulation d'une problématique liée à cette observation. Cette première étape peut être basée sur plusieurs choses, parmi lesquelles des faits, des modèles, des théories, des représentations, des croyances. Pardon, excusez-moi. Les étapes de la démarche scientifique ont vocation à expliquer ce phénomène qui a été observé et les prochaines étapes auront pour but de poursuivre l'enquête dans la direction de cette explication. L'étape suivante est l'élaboration d'une hypothèse. Donc, à partir de notre observation, on va essayer de chercher quelque chose pour expliquer cette observation. L'hypothèse est donc l'élément central de la démarche scientifique. Elle peut poser une question ou émettre une théorie. Elle n'est pas là pour présupposer d'un résultat, mais plutôt pour proposer une piste de réponse à la problématique posée par l'observation. Une hypothèse reste considérée comme valide tant qu'aucune observation ou expérimentation ne vient montrer qu'elle est fausse. Plus elle résiste à l'épreuve du temps, plus elle s'impose comme une description correcte du monde. Cependant, il suffit d'une seule observation contraire pour que l'hypothèse s'effondre, et dans ce cas, c'est définitif. Il faut alors changer d'hypothèse. Une fois l'hypothèse déterminée, on va essayer de faire des expérimentations pour l'affirmer ou l'infirmer. Donc l'expérimentation est là pour confirmer ou non l'hypothèse issue de l'observation. Une fois que l'hypothèse est mise au point en s'appuyant sur les observations, il faut en tirer des prédictions liées à cette hypothèse, c'est-à-dire des conséquences. Je dis, si moi je suppose qu'il y a une force qui attire les objets vers le sol, je suppose que si je lâche n'importe quel objet, il va tomber. Et pour vérifier ça, je vais faire des expérimentations. Donc, l'expérimentation permet de mener de nouvelles observations ou de bâtir de nouvelles expériences pour aller tester les prédictions. Si elles sont fausses, le modèle qui leur a donné naissance est inadéquat et doit être reformulé ou oublié. Si elles sont justes, le modèle en sort renforcé car il est à la fois descriptif et prédictif. Il peut nous dire qu'est-ce qu'il va arriver si on a les conditions initiales. Enfin, les résultats des expérimentations doivent être contrastés. Si plusieurs tests ont été effectués, il faut les comparer et vérifier qu'ils aboutissent au même résultat. Durant cette étape, les résultats peuvent être organisés et présentés sous différentes formes comme des tableaux, des graphiques, des schémas ou même des textes. Une fois analysés, les résultats doivent être interprétés. Durant cette étape, ils sont mis en lien avec l'hypothèse formulée précédemment, c'est-à-dire que si l'interprétation des résultats va dans le même sens que l'observation de départ, l'hypothèse est validée. Sinon, si l'interprétation des résultats ne permet pas de valider l'hypothèse, celle-ci est rejetée. Dans ce cas, de nouvelles expérimentations sont à prévoir ou l'hypothèse est à reformuler. Enfin, la démarche scientifique se termine par une dernière étape qui consiste à conclure son travail. Cela veut dire en gros de rappeler les faits, l'hypothèse, les expérimentations et leur interprétation. Cette mise en parallèle des différents stades de la démarche scientifique permet de formuler un ensemble cohérent. Il est possible ainsi de formuler une règle ou une définition ou même un modèle. Pour finir,
Nous avons abordé dans ce cours ce qu'était la démarche scientifique. Nous avons mis en lumière que toute démarche scientifique se devait d'être rigoureuse pour être crédible. L'itérativité est elle aussi une garantie de sérieux, car plus une démarche est répétée et arrive à la même conclusion, et plus cette dernière en sort renforcée. De plus, la vérifiabilité et la testabilité liée à l'utilisation d'une démarche scientifique permet de dissiper tout risque de triche pouvant peser sur des travaux. Néanmoins, quel que soit le degré de rigueur adopté lors de travaux, cela reste questionnable. Et tout bon chercheur doit avoir un regard critique sur des conclusions. Il ne doit pas avoir peur de les questionner ou de les vérifier, que ce soit en accord avec ses croyances scientifiques ou non. Donc je vous encourage à chaque fois que vous avez la possibilité de tester une méthode, de tester une loi, de le faire. Car on ne sait jamais, vous pouvez trouver ses limites, vous pouvez ensuite peut-être reformuler les hypothèses ou les règles qui ont déjà été réalisées. Par exemple, la mécanique des corps, c'est-à-dire les règles qui régissent le déplacement des planètes dans notre système solaire et dans l'univers généralement, étaient calculées à l'aide de la loi de Newton. Mais Albert Einstein, lorsqu'il a essayé de les utiliser, il avait des problèmes, surtout avec la planète Mercure. Il voyait que la planète Mercure ne suivait pas exactement les lois de Newton. C'est alors qu'il a essayé de chercher ses propres lois et c'est là qu'il a fini par découvrir et proposer la loi de relativité générale. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouverai dans un futur cours.